Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour parler des Tournons de Taxis. Alors, quel est ce drôle de thème, ce drôle de nom, et pourquoi allons-nous en parler? Alors, en premier lieu, je tiens à signaler que l'on est complètement, si ce n'est sur le thème, au moins sur la façon dont j'ai bossé, sur un travail que l'on pourrait qualifier de wikipédesque. C'est tout à fait assumé pour celui-ci. Ce d'autant plus que j'ai pas trouvé de bibliographie qui soit non germanique, en tout cas de livres, avant même de parler de bibliographie. Ça existe peut-être, j'en sais rien, j'ai pas fait d'enquête approfondie non plus, à partir du moment où j'en ai pas trouvé en 2 clics, du coup j'en ai conclu que ça n'existait pas, je vais pas m'emmerder non plus, mais c'est ce que j'ai vu passer, voilà. Or, si je parle un petit peu l'allemand, hein, je me mets 4 sur 10, j'en ai fait toute ma scolarité, je me débrouille, hein, je suis malheureusement pas capable pour autant de lire un livre entier en allemand. Je peux le faire en anglais, je peux me débrouiller avec l'italien, mais l'allemand c'est un petit peu dur pour la lecture, un petit peu plus facile avec l'oral et l'écrit, mais la lecture c'est beaucoup plus compliqué, puisque la lecture, l'oral et l'écrit, vous choisissez quelque part ce que vous voulez dire, donc vous faites avec les mots que vous connaissez, la lecture c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, quand je dis wikipédesque, c'est pas forcément péjoratif, c'est que je me suis débrouillé avec tout ce que l'on trouve sur le net pour parler de la maison della Torre e Tasso. Alors je sais, même si je n'ai, passez-moi la chose s'il vous plaît, je n'ai personne qui travaille pour moi pour maquiller ce terrible forfait, avec un script rédigé par d'autres et un montage fait par un Indonésien que je payerai en roupies de Sansonnet, je sais que ça n'est pas satisfaisant forcément que ce soit signé internet. Ceci étant dit, j'ai fait les choses bien, j'ai pris le temps, mais voilà, ce n'est pas un travail qui est sous le signe de l'érudition livresque. Et ce que je peux comprendre, hein, que ça puisse être un peu plus regardé avec méfiance, dans le sens où si on va voir un match de foot, si on fait telle ou telle activité en spectateur ou en auditeur, c'est pour supposément voir ou entendre quelque chose que l'on ne ferait pas soi-même, soit par manque de temps, soit par manque de talent, qui soit supposé ou réel, par manque d'envie, enfin bref, voilà, lire une page internet, on peut tous le faire. Maintenant, ça colle aussi au but de ces streams sur tous ces sujets généraux et variés. Je pense que ponctuellement, on s'en moque un peu, le but c'est de raconter une histoire, et quelque part le but premier de la chaîne. Au surplus, c'est pas forcément le moyen, c'est la fin, c'est-à-dire la découverte et le partage. Mais c'est quand même une question d'honnêteté intellectuelle, il faut dire ce que l'on fait, comme il faut faire ce que l'on dit. Voilà, ceci étant dit, il y a des sites aussi qui sont assez bien foutus sur le sujet, il y a quand même des types qui consacrent leur vie sur des blogs obscurs, c'est vraiment très très étrange, mais ça existe. J'imagine qu'il faut de tout pour faire un monde. Bref. Donc, pourquoi ce drôle de thème, ce drôle de nom, on l'expliquera, mais le thème est bien parce qu'on est dans le royaume de l'anecdote sympathique. C'est notre minable lampion des soirées tristes, et donc dans cette chaîne on continue à petitement cuisiner notre gratin de culture. Alors, il faut que je mette le diapo, toc. Et donc vous le voyez, en tout cas moi je ne sais pas, il y avait vraiment ce côté fin de race. Au début c'était l'aspect histoire sympathique, petite culture qui m'intéressait, anecdote, et plus j'allais sur leur site familial, plus il y avait ce côté fin de race, abominablement vulgaire, avec toutes ces gueules de raies, toutes ces robes hors de prix, toutes ces princesses putassières et ces princes prognates, tous ces vieux avec leurs traits tirés au bistouri. Bref, ça me donnait envie de plonger dans la débâcle et dans la richesse mortifère de ces reliquats fornicateurs et mercantis de la gloire passée. On rejoint un petit peu, en plus de ça, la thématique de la grandeur et misère des Calini, avec bien entendu toutes les différences qu'il peut y avoir. Mais je l'ai dit, nous avons des fils rouges et nous essayons de les respecter.
On n'a pas de tapis rouge malheureusement, mais on a des fils rouges. Commençons par l'histoire. Tout commence en Italie. La famille Tasso, Tasso c'est le blaireau. C'est une famille lombarde, aux deux sens du terme, c'est-à-dire que d'abord c'est une famille, semble-t-il, de Bergame et ses environs, citée là aussi semble-t-il pour la première fois en 1117, mais peut-être est-elle plus ancienne, d'où les deux sens du terme, géographique et ethnique, la Lombardie comme région, la Lombardie, les Lombards comme peuple. Alors on n'a rien de clair, il semblerait qu'ils proviennent de Cornello dei Tasso, que vous voyez ici en image, qu'ils descendent de la noblesse lombarde et prenant comme nom de famille leur fief. Mais là aussi on ne peut pas en être sûr, que le dit nom du fief n'est pas certain avant le 14e, de même que l'on ne sait pas si c'est leur fief de toujours ou un simple refuge, on va dire, ponctuel, dans l'Italie troublée du temps, du temps des Guelfes et des Gibelins. C'est aussi complexe parce que chez les Lombards, comme chez tous les peuples, la plupart des peuples germaniques, eh bien le nom est une désignation unique et individuelle, sans transmission générationnelle, donc faire remonter le nom avant cette première mention est quasiment impossible. Donc on sait de sources sûres, ça c'est un fait, ils sont établis à Cornello donc au XIIe, on a des preuves documentaires, mais il semblerait que ce soit plutôt le lieu qui ait pris le nom de la famille. En fait, ce patronyme qui deviendra blason, vient plutôt du mont Tasso, qui était le fief familial, et donc de Tasso Tassi, qui est le pluriel pour la famille au sens large en italien, les Tassi. Et donc après anoblissement germanique au XVIe, on y reviendra, on aura les Taxis, par la francisation de Tassi en Tassis, puis la germanisation en Taxis. D'ailleurs, Tasso c'est autant le blaireau que l'if, l'arbre en italien, mais la famille va blasonner le blaireau, que j'ai mis en image, même si sur l'image effectivement on dirait pas forcément un blaireau, croyez-moi, c'en est un. Bon, de toute façon au XIIe, ça n'est pas la première famille dont tout n'est pas parfaitement assuré. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire des Tasso, elle se déroule à l'ombre des conflits entre Guelfes et Gibelins, jusqu'à un tournant qui est la conquête de Bergame par Milan à la fin du XIIIe. C'est à ce moment-là qu'Amodeo Tasso, qui est le vrai premier patriarche de la famille, va organiser à l'aide de ses affiliés et clients ce qu'on appelle la Compagnia dei Corrieri, qui lie Milan, Venise et Rome au sein d'un service postal, au service donc du pape et de l'empereur en fonction des dominations, ceux qu'on appelle donc les Bergamaschi, qui sont les Bergamasques en français, donc les habitants de Bergame, puisque ils en sont originaires. Et là, avec ce système, en fait, entre, j'ai mis une carte fatalement, mais entre le cursus publicus romain, sans revenir aux origines perses et égyptiennes, là au-delà du fait qu'elles sont un petit peu moins bien documentées, on a quand même des choses, mais surtout c'est pas européen. En fait, entre ce système et le système qui est mis en place là par Amodeo Tasso, eh bien le seul concurrent qu'on a eu dans cette période-là, très longue, c'est un concurrent allemand, c'est ce qu'on appelle la poste de la confrérie des bouchers, la poste Metzger, qui sera d'ailleurs pendant un temps le concurrent des tournons de Taxis, jusqu'à leur monopole, et qui, s'annonçant avec un corps, laisseront cette image de corps aux services postaux que reprendront donc les tournons de Taxis. Mais donc voilà, tout ça c'est du détail, mais entre ces deux systèmes, on n'avait rien. Et on peut déjà parler de système international, puisque même si c'est confiné à une partie de l'Allemagne et à l'Italie, eh bien ces pays-là, ce sont à l'époque des communautés de cultures et de langues plus ou moins proches dans certains coins, mais ce sont des États bien définis et séparés partout. Alors il n'empêche, c'est vrai que ça reste limité et peu important pour le moment, mais eh bien on a là, ce qui paraît un petit peu incroyable, le premier système postal réel, bien que balbutiant, en Europe depuis la fin de l'Empire romain occidental. Laissons l'Orient de côté. Et sinon, à côté de ça, on n'a que le courrier officiel de gré à gré, d'État à État, selon le besoin, sans rien de développé, puisque on se doute bien qu'il fallait quand même faire passer des messages, mais disons que l'on est dans le réseau privé de très faible dimension, notamment de courriers municipaux ou on va dire de messagers ad hoc,
Et donc là, on a un système qui est censé répondre à bien plus de besoins, pas une réponse ponctuelle à un besoin ponctuel, et surtout un système qui est, alors ça prendra le temps que ça prendra, mais surtout un système qui est apte à créer des besoins. Donc pendant 150 ans, la famille va assurer ce service privé, limité à l'Italie le plus souvent, et on va dire à une petite partie du nord du sud de l'Allemagne. Mais néanmoins, ça reste un système important puisque c'est le service officiel du pape et de la République de Venise, et donc ça va finir par attirer l'attention. Au milieu du XVe, donc vous voyez, ça a pris un certain temps, Ruggiero de Tassis, il est appelé à la cour de l'empereur à l'époque Frédéric III, et il va organiser plusieurs services postaux. D'abord entre Bergame et Vienne, puis entre notamment Innsbruck et l'Italie, puis entre Bruxelles et Vienne, enfin bref, vous voyez l'idée, il est fait chevalier. Alors pour vous donner aussi, comment dirais-je, un exemple, dans ce système postal qui est mis en place, vous faites Bruxelles-Paris en 2 jours, Bruxelles-Naples en 2 semaines. Vous voyez un petit peu le genre, c'est une accélération du temps on va dire, de transmission de l'information. Et donc là, avec Ruggiero, le premier, on va avoir le vrai début de la dynastie postale et de toutes les ramifications familiales. Pourquoi ? Parce que très vite, Ianetto de Tassis, qui est son frère, va entrer lui au service de Maximilien de Habsbourg. Il va devenir maître du service postal de l'empereur en 1489. Alors, il va mourir en disgrâce, mais peu importe, c'est un autre sujet. Et son autre frère François, que vous voyez ici, hop, sur un timbre français tamponné Algérie, mais c'est un timbre bien entendu français, de 1956. Eh bien son autre frère François, il est capitaine du service postal de Philippe le Beau, donc le futur roi de Castille, qui est encore à cette époque-là duc de Bourgogne, en 1501. Donc vous voyez effectivement ces 3 frères-là. Alors sachant que Philippe le Beau, c'est le fils de Maximilien Ier et c'est le père du futur Charles Quint, eh bien, on comprend très bien que se fait jour un vrai besoin de communication transnationale efficace, même à la simple échelle familiale et dynastique. Je doute bien que pour un empereur futur comme Charles Quint, il y a une nécessité de transmission de l'information entre les différentes parties des États qu'il domine. Donc c'est toujours cette alliance de la demande et du besoin, ou du besoin qui tombe au bon moment dans le réel, j'ai envie de dire. Et donc François de Tassis qui suit Philippe le Beau, il va devenir par la suite maître des postes de Castille en plus, en 1504, ce qui agrandit encore les routes desservies. Et donc c'est la naissance de fait, il n'y avait pas encore de droit, de la poste impériale, qui est à la base simplement nommée la route postale des Pays-Bas, et donc qui est le premier service de poste international moderne, et ce qui est une révolution à l'époque, avec une base à Bruxelles. Alors, encore une fois, rien n'est totalement officiel, on est encore dans un temps où les choses se font lentement, où très généralement, à l'inverse de notre époque, l'habitude précède le droit. Et c'est tout simplement en fait le travail d'une fratrie qui va étendre le modèle italien préexistant à l'échelle du Saint-Empire et des domaines Habsbourg, qui eux, les Habsbourg, n'avaient pas les moyens financiers d'assurer un tel service. Alors à savoir que dans d'autres pays, il existait un service de maître de poste, notamment en France, mais rien n'avait eu encore cette ampleur transnationale en Europe. Je vous mets ici une petite carte, alors 1563, peu importe, voilà. C'est l'accord entre l'efficacité et la nécessité, notamment encore une fois après le mariage de Maximilien d'Autriche et de Marie de Bourgogne, pour tout simplement, pour efficacement gouverner des territoires dispersés. Mais pas que. Puisque par la suite, et même si l'utilisation privée de la poste impériale va rester encore quelque temps interdite, eh bien tout ça c'est aussi en lien avec l'émergence du système commercial européen, et donc ce qui deviendra, on va dire, le balbutiement d'un marché de l'information et d'un marché de la finance. Et en fait, rapidement, devant les coûts qui sont très élevés du système et des paiements impériaux qui sont assez irréguliers, et bien dès 1506, cette organisation elle va être mise au service du privé, donc des personnes privées j'entends, d'abord secrètement puis officiellement quelques années plus tard, mais c'est très difficile de donner des dates, j'ai recherché des dates exactes en la matière, c'est très compliqué parce que en fait les différentes conventions qui sont passées, elles sont pas toujours très claires quant aux termes qu'elles contiennent, c'est un petit peu difficile de déterminer exactement tout ça.
Et comme vous le voyez, eh bien, les terminus des réseaux, de ces réseaux postaux, eh bien, c'est souvent aussi des portes d'entrée sur le monde, que ce soit Venise, que ce soit, je sais pas, Séville, Anvers, peu importe. Donc des portes d'entrée pour l'information, mais aussi pour les entreprises commerciales. Donc on voit un système qui va fédérer l'Empire en passant alors parfois par la France, aussi par l'Italie, mais c'est plutôt des endroits dont on peut se passer en cas de conflit. Mais on a surtout effectivement cette espèce de rencontre entre le besoin et sa réponse dans le XVIe, alors siècle qui m'intéresse pas énormément, mais qui reste un siècle fondamental. Et donc ce système, eh bien, ils mettent aux mains d'une famille privée une prérogative publique, mais cette indépendance qu'ils ont, cet enrichissement qu'ils vont connaître, eh bien tout ça c'est encore contractualisé dans un service qui est un service à l'Empire, et contractualisation qui commence aussi, c'est comment dirais-je, l'avantage de la chose, ou l'affinage, eh bien il commence à définir ce qu'est un service postal. Les Tassis peuvent voir leur service fonctionner, puisqu'à l'époque ce sont encore les Tassis, peuvent voir leur service fonctionner sans entrave, eh bien tant qu'ils respectent les intérêts des Habsbourg. Et très vite, eh bien, on a un statut clairement privé qui va se dessiner, donc une activité tout de même commerciale, avec des obligations, des feuilles de route pour le service postal, tout ça en contrepartie par l'État, par la puissance régalienne, de larges exonérations fiscales et militaires. C'est une petite révolution puisque le droit postal, ce qu'on appelait le ius postarum, eh bien ça fait partie de ce qui était très longtemps avant et de ce qui sera un petit peu plus tard, eh bien de ce qui sera le droit souverain d'un État. Et ça commence par du privé. Et très vite aussi, eh bien la famille elle se retrouve absolument partout dans le système postal, dans chaque ville, dans chaque échelon, dans la poste du Saint-Empire, dans celle des Flandres, en Espagne, dans les États papaux, dans le duché de Milan, à Venise, peu importe. Et vous avez ici un exemple de lettre patente, parce que en 1512, la famille est anoblie par lettre patente, devient, je crois que j'avais dit que l'on reviendrait rapidement sur la noblesse du Saint-Empire au moment du lieutenant Bourdin. Elle devient ce que l'on appelle Briefadel, donc anoblie par lettre, der Brief en allemand c'est la lettre, ce qui est la noblesse en fait post-14e, noblesse donc par lettre patente qui est opposée à ce qu'on appelle les Uradel, qui est la noblesse la plus ancienne, la noblesse de titre et de possession remontant avant le 14e. Donc elle est anoblie par Maximilien de Habsbourg, et devient donc à ce moment-là la famille von Taxis, et elle est un instrument de la politique impériale important, qui relie les Pays-Bas espagnols, l'Autriche et l'Espagne au sein d'un système de poste et d'un système d'information, et faisant en tout cas à l'époque du Saint-Empire le centre de la communication européenne. Surtout en plus de ça, alors je crois que c'est en 1516, les Von Taxis vont obtenir le droit de cheminer à travers la France, qui laisse en fait passer le courrier de Charles Quint en contrepartie d'un service utilisable pour elle. Donc ce sont parmi les premiers à pouvoir cheminer librement et officiellement dans toute l'Europe en guerre sans craindre quoi que ce soit. Donc on imagine au fil du temps, on les retrouve absolument partout. Pendant un demi-siècle, les membres de la famille sont toujours maîtres des postes en Espagne, dans le Saint-Empire ailleurs, notamment dans la botte italienne avec plus ou moins de fortune, peu importe, plus ou moins de monopole. Monopole face au système traditionnel des courriers municipaux qui tentent de subsister. Donc voilà, ils sont à la fois des grands maîtres de la poste, mais aussi on les retrouve à tous les niveaux. Au niveau local, c'est vraiment la famille Von Taxis absolument partout. Donc à partir de 1595, Léonard Ier Von Taxis, que vous retrouvez là, de Tassis, Von Taxis, peu importe, il est nommé maître général des postes par Rodolphe II, et là c'est la naissance réelle et officielle de ce qu'on appelle la Kaiserliche Reichspost, donc la poste du Saint-Empire, oui et non, parce que c'est avant tout la poste de l'empereur, dont le système impérial est assez compliqué, ce qui faisait que le privilège se négociait au cas par cas avec les autres princes allemands. On y reviendra, c'est en fait l'empereur qui demande l'ouverture du droit à chaque entité. Alors,
Si la famille reste titulaire du titre de General Postmeister, qui est un monopole qui va devenir héréditaire à partir de 1615, qui la conforte dans son rôle prépondérant de gestionnaire pour quasiment 2 siècles, même si ce monopole sera souvent contesté ponctuellement, mais souvent contesté plutôt que ponctuellement d'ailleurs, parce que les deux vont être exclusifs, eh bien la famille elle se divise, on l'imagine au fil de l'histoire, en de nombreuses branches, et là on quitte un petit peu, comment dirais-je, l'histoire postale pour entrer dans des histoires de dynasties qui nous concernent moins. Ce qu'il faut comprendre, ce monopole qui leur est offert, qui peut sembler, comment dirais-je, une charge confiée trop importante pour l'État, ça n'est pas qu'une question de favoritisme ou parce qu'on les aime bien, c'est qu'un monopole, eh bien, c'est aussi un meilleur contrôle et une meilleure censure possible, puisque tout est entre les mêmes mains. La partie bruxelloise de la famille, la principale, elle est élevée au titre de baron héréditaire en 1608, même si elle est élevée au titre de Reichsfreier, qui est un similaire plus qu'équivalent au titre de baron. La lignée autrichienne le sera en 1642, mais c'est la lignée bruxelloise qui est principale. Elle est élevée au titre de comte en 1624, et à ce moment-là, elle va se rechercher des ancêtres prestigieux pour asseoir son statut et, eh bien, disons, s'élever au-dessus des considérations de simples descendants de marchands et de postiers bourgeois, ce qui fait tâche. Donc vous voyez ici le blason de la famille Della Torre, parce qu'au milieu du XVIIe, et absolument sans aucune évidence documentaire, le comte Lamoral III van Taxis va prétendre descendre de la famille donc italienne Della Torre, qui est une famille guelfe très prestigieuse, qui avait régné, qu'on retrouve depuis le Xe ou le XIe siècle, qui avait régné notamment sur Milan, jusqu'au début du XIVe, et qui s'était établi aussi dans le Saint-Empire. Donc il va prétendre en descendre. Le but étant bien entendu de s'affranchir encore une fois de l'origine bourgeoise commerciale afin de faciliter l'ascension sociale. Et donc l'empereur va sanctionner cette origine, et donc la famille devient la Tourne, maintenant en allemand moderne ce serait Turm, mais peu importe, hein, placée devant le Taxis, donc le terme italien du blaireau, et donc la famille est autorisé à ajouter la tour à son blason. Vous avez ici le blason, le nom est formellement adopté en 1650 par toute la dynastie, donc la maison de la tour et du blaireau, ou en bon français, la maison de Tour et Taxis, ce qui fait pas rêver, hein, je pense que on dirait plus un boui-boui de Gambiens qui vous font visiter Bamako en Renault 5, dans la maison de Tour et Taxis. Mais voilà, vous avez la naissance des Von Thurn und Taxis à partir de 1650. Le nom est entériné. Et je vais préparer de ce pas, hop, une dose de liquide. Vous m'excuserez, je vais, hop, m'hydrater quelque peu pour continuer la chose. Repartons. Donc nous sommes en 1650, au moment où la famille l'adopte, mais le contexte est largement troublé à ce moment-là par la fin de la guerre de 30 ans, hein, qui s'achève, je ne vous le rappelle pas, par le traité de Westphalie en 1648, fin de la guerre de 30 ans qui a un impact économique direct pour la famille, puisqu'elle est privée de l'accès à certains territoires hostiles à l'empereur. Et bon, en fait, il en existait même avant, mais disons que, pour faire simple, si l'on pouvait avoir des concurrents à l'intérieur d'un territoire, tout trajet à travers l'Empire passait entre leurs mains et leur apportait de l'argent. Là, on a des territoires qui réellement s'émancipent. C'est à ce moment-là, par exemple, en pleine guerre de 30 ans, que se crée en 1624 la poste au Danemark. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je glisserai un très court mot à la fin sur le sujet, parce que ça fait un petit peu partie de l'actualité, on va dire, la plus récente sur le thème dont nous parlons aujourd'hui. Alors en 1681, la lignée bruxelloise, toujours cette lignée principale, elle est élevée au rang de prince des Pays-Bas espagnols. Eugène Alexandre est donc le premier prince von Thurn und Taxis.
principauté qui est située autour de Braine-le-Château, donc en Belgique, puisque bien les Pays-Bas espagnols qui subsistent après 1648, c'est peu ou prou la Belgique. Et donc ils deviennent bien une famille du très haut monde hispano-néerlandais, avant de devenir princes impériaux en 1695, alors qu'ils n'ont absolument aucun territoire dans l'Empire d'ailleurs, et d'intégrer le conseil qui va avec en 1704. Donc avec la guerre de succession d'Espagne, la famille va déménager à Francfort, vu que bien, son activité à Bruxelles devient impossible, puisque l'Espagne à ce moment-là est en guerre avec l'Empire. Espagne qui du coup a mis fin au service postal, et donc elle va faire bâtir à Francfort, vous le voyez ici, entouré de bâtiments magnifiques. Ça donne une allure vraiment, on dirait un Lego au milieu des bâtiments géants. Eh bien, le toujours debout palais Turnum Taxis, le siège de la poste impériale. Dans le même temps, le poste de chancelier de la Diète impériale lui devient héréditaire. Ils sont donc représentants de l'empereur et président du Parlement. Et la famille va déménager à Ratisbonne, où se situait la Diète en 1748, tout en conservant par ailleurs le siège de ses affaires à Francfort. C'est un peu le passage de famille noble mais marchande à un vrai rôle politique. Passage tardif, mais néanmoins exceptionnel pour une famille qui est encore une fois non possessionnée, et en plus de ça, dont le titre les met à l'abri d'absolument toute juridiction, hors l'empereur. Elle en profite, la famille, pour y acquérir dans le déménagement l'abbaye sécularisée de Saint-Emran. Saint-Emran, c'était un évêque de Poitiers qui est l'évangélisateur de la Bavière, ce qui explique le nom et le lieu, donc à Ratisbonne. Il est mort en martyr, peu importe. Et donc l'abbaye devient le Schloss Turnum Taxis, donc le château Turnum Taxis, qui est encore aujourd'hui la plus grande résidence privée en Allemagne, de plus de 20 000 m², 5 hectares de parc en plein centre de la ville, et qui est considérée aujourd'hui comme encore le siège de la famille. Alors en fait, elle l'acquiert un tout petit peu plus tard, en 1810, quand l'abbaye est définitivement sécularisée et en fait donnée littéralement à la famille contre son retour de Francfort à Ratisbonne, où on craignait de perdre des emplois qui étaient liés à l'activité postale, mais peu importe. Tout ça va de pair avec la continuelle multiplication des routes postales, et la géopolitique bien sûr n'est pas non plus absente, puisque dans tous les territoires qui échappent au pouvoir direct de l'empereur, notamment les principautés maintenant protestantes, je l'ai dit, on va avoir des créations d'agences postales concurrentes, et donc on verra au fil du temps un démantèlement des relais du Nord, notamment en Prusse et aux Pays-Bas, après je l'ai dit, la guerre de 30 ans et puis la guerre de succession d'Espagne. Ce qui est important, puisque il ne faut pas oublier que la fortune des maîtres de la poste impériale, elle suit la fortune de leur empereur, tout simplement. Et de même, si la charge de maître des postes est héréditaire et s'il y a un privilège privé sur le courrier impérial, en fait il n'est pas exclusif, parce qu'il est tout simplement impérial, et donc on aura des familles concurrentes petit à petit qui vont émerger dans les principautés libres, dans les villes, ce qui va donner lieu à des luttes politiques auprès de l'empereur pour les éliminer. C'est intéressant, mais ça nous sort du sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un privilège en fait qui s'avère concurrentiel. On a un monopole privé sur une prérogative publique, mais prérogative qui est impériale. Et cette prérogative étant à la base régalienne, dès qu'on aura des contestations dans l'Empire, on s'empressera de mettre les serviteurs impériaux dans le trouble, que ce soit le protestantisme, les Pays-Bas indépendants, les États post-napoléoniens par la suite, peu importe. Et c'est aussi pour ça que la répression est très très dure à l'époque contre les coureurs de relais non autorisés. Alors ça, c'est le côté un peu politique, j'ai envie de dire en aval, mais en amont, la création de la poste impériale, je l'ai dit, elle n'est officielle qu'en 1595. Or, on avait avant ça des concurrents qui étaient là et dont il faut tenir compte. Et même si l'empereur va produire un décret qui interdit tous les autres systèmes postaux en 1597, ça n'est que nominal, c'est déjà trop tard, on va conjuguer en fait des systèmes existants avec toutes les contestations politiques dont j'ai parlé. Tout ça va conduire l'empereur à réaffirmer officiellement le monopole des Turnum Taxis à plusieurs reprises, donc preuve que ça ne se faisait pas sans problème.
En fait, je dis ça pour bien qu'on comprenne l'articulation entre eux, la poste impériale, donc, qui est entre leurs mains, et la réalité. Ils ont un monopole héréditaire sur une charge, un monopole sur une activité dont ils sont très largement à l'origine, mais cette charge en elle-même, elle ne s'applique absolument pas uniformément sur tout le territoire parce que, eh bien, tout le territoire n'obéit pas parfaitement à l'empereur. Finalement, la famille acquiert sa première possession impériale, qui est le comté de Friedberg, en Haute-Souabe. Elle l'acquiert seulement en 1786. Jusque-là, ils étaient des nobles, je l'ai dit, sans terres impériales. Mais la source de revenus, ça reste bien sûr la poste. La famille est d'ailleurs largement dédommagée, notamment de la perte de la rive gauche du Rhin, qui devient française, puis à la Révolution, puis on aura la paix de Lunéville en 1801, qui en fait, va venir cette fois mettre fin définitivement à l'âge d'or de la famille. Mais alors, dans ce cadre-là, quid de la fin du Saint-Empire, puisqu'on sait que ça va intervenir très rapidement. Eh bien en fait, en 1806, Charles-Alexandre, qui est le 5e prince von Thurn und Taxis, va négocier l'agrément postal avec la Confédération du Rhin et le vainqueur du jour français. Et la Thurn und Taxis Post, eh bien elle devient tout simplement une compagnie privée avec un monopole sur le service postal jusqu'en 1867. Ce qui sera d'ailleurs pleinement reconnu, ça fait partie des clauses du traité, donc ce sera reconnu par le Congrès de Vienne. Et la Confédération germanique qui succède à la Confédération du Rhin prévoit dans ses articles fondateurs que tout État qui établit son propre système postal devra dédommager les Thurn und Taxis. Ce sera le cas eh bien, notamment des 3 grands États que sont l'Autriche, la Prusse et la Bavière, qui veulent récupérer donc, cette prérogative de puissance régalienne. Et en fait, la société et son monopole, elles vont réussir à se maintenir seulement dans tous les États qui n'ont pas les moyens financiers de constituer leur propre réseau postal, en concluant de gré à gré avec eux, comme n'importe quelle concession de service public. Alors j'ai mis une carte, mon Dieu, ouais, effectivement on n'y voit que dalle, bon tant pis. C'était une carte du service postal en 1843 en Allemagne, mais mon Dieu, j'ai été un petit peu ambitieux sur la chose, c'est pas grave, on ne voit pas, tant pis. Donc ceci étant, on l'a dit, ce monopole va petit à petit s'effriter et évoluer dans un contexte bien où les modernes États-nations entendent contrôler s'ils le peuvent ce qui est un service public. Ça c'était avant qu'on relibéralise à fond, mais bon on est devenu malin aujourd'hui, ou qu'on reprivatise plutôt. Le réseau postal espagnol est acheté par la couronne, le réseau allemand va être pris et dédommagé par la Prusse après l'annexion de Francfort en 1866, qui se passe avec la guerre austro-prussienne. Elle va être indemnisée, la famille, à hauteur de 3 millions de thalers, ce qui 3 millions de marques de 1871, alors j'ai regardé, c'est supposé correspondre à 50 millions d'euros aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ça ait du sens, ça en a même absolument aucun. Voilà, j'avais pas envie d'aller chercher non plus toutes les comparaisons possibles avec l'inflation et tout ça. Disons que la perte est compensée. Et donc en 1871, avec l'Empire, c'est la Deutsche Reichspost qui est fondée. Vous avez ici son drapeau, qui reprend bien sûr le corps des Thurn und Taxis. Mais la famille, entre-temps, a bien entendu investi tous les gains de cette affaire et plus tard continuera d'ailleurs à encaisser tous les montants de la vente continue des biens nécessaires au service postal qui étaient les leurs. Ils sont donc propriétaires d'un nombre incalculable de biens fonciers, de surfaces non bâties et d'entreprises. Vous avez ici, alors j'ai mis au hasard, peu importe, c'est le monastère de Buchau, mais c'est intéressant parce que elle perd sa principauté impériale de Buchau, qui elle avait acquise en 1803, elle la perd à ce moment-là, ce qui était une petite principauté de 17 000 habitants, qui était née en fait de la réunion des monastères sécularisés acquis après la Révolution, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on s'intéresse pas, parce que c'est pas très intéressant, c'est très ponctuel, c'est très précis. Mais en fait, on avait de nombreux domaines ecclésiastiques qui avaient été sécularisés après l'appropriation française de l'ouest du Rhin pour compenser en fait les princes allemands qui avaient perdu des terres, puisqu'en fait les terres de l'Église étaient les seuls territoires qui étaient redistribuables. Elle sera avalée par ce qu'on appelle la médiatisation. La médiatisation dans le Saint-Empire, c'est tout simplement en fait de faire ingérer un territoire enclavé
par le territoire dans lequel il était compris. Donc par exemple, vous avez une petite principauté au milieu de la Saxe. On a tous cette médiatisation qui sera faite donc début 19e, je crois que c'est en 1806, de façon impériale, puis par Napoléon. Donc ça va être médiatisé, donc ça intègre un territoire plus grand dans lequel il était enclavé. Et en fait, c'est important parce que du coup, votre souverain n'est plus l'empereur, votre souverain, en fait, c'est le titulaire du duché, par exemple, dans lequel vous avez été intégré. Donc en fait, au congrès de Vienne, on va décider de ne pas les recréer, tous ces états avalés. On va garder un rang de seigneur au titulaire du titre. Et en fait, c'est un bouleversement territorial majeur. Mais en fait, du coup, ces titres disparaissent avec bien l'arrivée du Reich germanique, où tous les titres vont se conserver. Vous restez duc et compagnie, mais en fait, la réalité du pouvoir va disparaître. Alors, il n'empêche qu'aujourd'hui, la famille possède encore énormément de territoire. C'est encore le plus grand propriétaire forestier privé d'Allemagne. Ils ont plus de 20 000 hectares de forêt à eux. Donc, ça a été affecté, mais comment dirais-je, amorti par l'ampleur des richesses accumulées. Alors, pour finir ce tour historique, quelle évolution pour la famille dans le XXe siècle, puisqu'on l'a dit, elle perd son monopole. Alors, on commence avec Albert von Thurn und Taxis, qui est le 8e prince, né en 1867, donc né presque avec la fin de la poste familiale ou quasiment, et qui est prince à partir de 1888. Alors, il se marie en 1890 avec l'archiduchesse Marguerite Clémentine d'Autriche. Il est immensément riche. Ses actifs à l'époque sont estimés, donc en 1914, à 270 millions de Deutschmarks. C'est, faut mesurer, c'est 7 fois la fortune privée de l'empereur Guillaume II. Rien à signaler dans la Première Guerre mondiale pour le prince. Et en 1919, les troubles qui agitent l'Allemagne n'atteignent absolument pas la famille, dont le château est protégé par les soldats de son régiment. Un régiment que je vous ai mis là, qui est le 2e régiment royal bavarois de chevaux légers. Pourquoi ? Alors on ne va pas refaire l'histoire, mais pour faire au plus simple, dans le système allemand, comme d'ailleurs chez les Anglais, jusqu'au mi-temps du 19e, eh bien, vous pouviez être propriétaire de votre régiment. Ce sera aboli, mais vous en restiez alors le parrain honorifique. Voilà, c'est grossier, mais c'est un petit peu l'idée. Et donc le prince Thurn und Taxis était le parrain de ce régiment qui protégera les possessions du prince. Comme beaucoup d'aristocrates, Albert est un opposant silencieux au nazisme, en tant que fervent catholique qu'il est. C'est un bon gestionnaire, voilà, c'est un mécène de cette société conservatrice allemande du temps, et il meurt en 1952. C'est son fils François-Joseph, que vous voyez ici, qui va lui succéder à la tête de la famille. Alors lui, il est né en 1893, donc il succède à son père en 1952. Lui a fait la Première Guerre mondiale dans les gardes du corps du Kaiser. Il va épouser la princesse de Brabant en 1920. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il va servir dans la Wehrmacht pour l'invasion de la Pologne et de la France. France dans laquelle il va rester en garnison jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions après le décret du 19 mai 1943. Décret, alors pas forcément très connu, mais qui écarte en fait tous les gens des familles princières du service actif, puisque ce sont des gens qui ont des connexions par principe internationales, familiales internationales, ce qui les rend éminemment suspects. Il meurt en 1977. C'est son frère Charles-Auguste, né en 1898, qui lui succède. Lui a épousé l'infante de Portugal en 1921, peu importe. Il est, alors pour le coup, lui, clairement anti-nazi, il sera emprisonné en 1944 par la Gestapo. Il va régner sur la famille de 1971 à 1982, et avec lui, eh bien, s'éteint un peu les aristocrates type ancien monde, conservateurs, mécènes de l'art, mondialisés au seul titre en fait de leur aristocratie familiale.
Ce qui n'est pas parfait, hein, on s'en fout, ça reste des très riches, c'est pas bien, mais disons qu'on est dans la tradition. Et donc après cette tradition vont venir les Calini, hein, référence encore à notre travail, le premier étant donc son fils Johannes, qui est né en 1926 et qui est un tout autre type d'homme. Il est né en 1926, il n'a absolument pas participé au régime nazi, en plus de ça vu les idées de son père. Et s'il a toujours été impliqué dans la gestion des affaires de famille, il avait une personnalité un petit peu différente. C'est un jet-setter, en plus de ça, il est... Alors, c'est pas gravissime, ça n'est pas un crime, mais il est bisexuel. Il va épouser celle que vous voyez ici, assez connue, la comtesse Gloria de Schönberg-Glarau, qui est donc maintenant Gloria von Thurnund-Taxis, alors qu'elle a 20 ans et lui en a déjà 54. Il est le premier membre de la dynastie qui connaît des relatives difficultés financières. Il doit commencer à vendre certains châteaux parce que l'entretien en est trop coûteux. Et effectivement, la famille a connu quelques difficultés à partir des années 90 du fait de créances un petit peu pourries. Et donc voilà, il y a un certain nombre de propriétés, d'entreprises, d'œuvres d'art qui ont dû être vendues. Bon, c'est un couple très intéressant, mais on n'est pas là pour faire du magazine People, simplement pour constater les effets de la modernité. Et donc actuellement, celui que vous voyez en plein milieu, chauve et rigolard, tout en haut, c'est le 12e prince von Thurnund-Taxis, Albert, qui est né en 1990. Et on est sur l'évolution naturelle d'une large partie des familles prestigieuses au cours du XXe siècle, un siècle où finalement on est de moins en moins isolé, de moins en moins à l'écart, et l'aristocrate devient un petit peu flâneur, puis jet-setter, puis carrément un espèce de bourgeois dans l'abîme, mais un très riche bourgeois bien sûr. Hein, Albert il est gentil, il s'occupe de faire des occupations, il a des occupations caritatives, il s'occupe de faire le pilote automobile. Après, on va pas le blâmer, il est aussi docteur en philosophie, puisque quand ça lui chante, il fait des études et qu'on est très content de lui offrir des diplômes. Bref, vous aurez la tristesse d'apprendre qu'il n'est plus, je crois depuis peu, classé comme milliardaire, ce qui doit expliquer son célibat. Voilà, et que sans enfant, c'est une autre branche qui risque d'hériter. Mais peu importe, il a encore le temps d'en faire notre glorieux chauve. Bien. Mais alors, quelle est la nature de cette innovation postale et que retenir en conclusion ? Et avant d'y venir, je vous laisse admirer les trognes quelque peu décatis de nos amis et je m'empresse de boire un verre d'eau. En tout cas, ils vieillissent très mal, hein, c'est terrible. En fait, vu de maintenant, vu de 2025, tout cela est tout bête. L'aspect innovant de ce système, c'est la prolongation et la sanctuarisation du système étatique, ou impérial, hein, peu importe, en tout cas régalien, et bien connu depuis longtemps du relais postal, largement pratiqué de tout temps, et dans la plupart des civilisations, on va dire, ou en tout cas des empires constitués. Alors ce système n'était pas forcément, encore une fois, tombé en déshérence, en tout cas pas partout, mais il impliquait une charge importante pour un État pré-moderne, sans forcément de garantie d'efficience, ce qui explique qu'en Occident, de la fin de l'Empire romain au plein Moyen-Âge féodal, on n'ait eu ni les moyens, ni l'envie de remettre en place ce système et qu'on se soit contenté, on va dire, de répondre aux besoins ponctuels de quelques puissants et de quelques plus riches. En plus de ça, je vous rappelle que le contrôle sur les territoires, il est quand même nominal. Vous êtes avant tout, en tant que, on va dire, roi ou empereur, possessionné de vos fiefs, et ensuite, eh bien, le reste vous fait, on va dire, soumission ou non. Et donc ici, on va avoir, comme on l'a dit, la conjonction du moment et de l'idée. On a la création, donc vous avez ici la carte hein, du système des Thurnund-Taxis, à l'époque des taxis. On a la création de stations postales avec chevaux de relais, ce qui permet une diffusion rapide du courrier. Ça s'accompagne d'une simplification à ce moment-là par le monopole qui a comme contrepartie des obligations, donc route, horaire et tarifs fixes.
Les messagers vont parcourir chacun une étape, ils doivent à chaque fois faire viser qu'ils ont bien transmis ou reçu la boîte postale, et très vite on va avoir l'apparition des premiers vrais bureaux de poste, donc régulation, donc aussi point d'acceptation et de délivrance des courriers et colis. Il y a déjà à l'époque en plus un système ordinaire et un système express. Et ça s'accompagne donc, comme on l'a dit, du moment, la Renaissance, c'est-à-dire un monde plus connecté, l'apparition de l'imprimerie qui accélère aussi la communication, c'est le monde des affaires, et d'ailleurs c'est pas pour rien que on a d'autres choses. Alors là j'ai mis la famille Fugger, mais peu importe. La famille de marchands bien connue, ces familles-là, elles vont connaître le même développement à la même époque, du commerce à la noblesse. Il y a beaucoup de similarités. Le capitalisme primitif croît avec l'information et donc vice-versa. Et donc c'est la combinaison de moyens organisationnels, financiers et logistiques. Pour la première fois tous réunis, mais c'est aussi l'ouverture d'un système postal pour la première fois accessible au public, ce qui rompt le seuil, on va dire, de la compétence régalienne pour le seul régalien. Bref, c'est le bon système au bon moment, avec en plus de ça à l'époque un monopole qui favorise quand même une croissance contrôlée. Et de même qu'on aura des innovations logistiques et logiques aussi. La première boîte à lettres publique, par exemple, elle apparaît à Paris au milieu du XVIIe. Vous savez, c'est le genre d'idée qui conduit à se demander pourquoi personne n'y a pensé avant, mais si on n'y a pas pensé, c'est que les conditions n'étaient tout simplement pas réunies. En tout cas, donc pendant plus de 350 ans, la famille va contrôler des services postaux locaux et nationaux en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, enfin peu importe. À son apogée, la famille elle emploie jusqu'à 20 000 personnes, plusieurs milliers de chevaux pour gérer une poste qui est pendant longtemps la plus performante d'Europe. J'avais donné quelques chiffres. Encore une fois, au XVIIIe siècle, le courrier entre Bruxelles et Innsbruck, il est assuré en 5 jours. 5 jours, c'est, vous faites 800 km, c'est un chiffre simple, ça fait 160 par jour, ce qui est quand même considérable. Il y a des tonnes d'exemples de durée, mais peu importe, c'était juste pour illustrer. En France, au-delà de l'insertion dans le système impérial, on a vu au début du XVIe, puisque entre l'Espagne et les Flandres, eh bien on attendra à la fin du XVIe pour copier un système postal ouvert à tous. Il y avait un système de relais de poste mis en place dans la seconde moitié du XVe, mais il est très contesté par les historiens parce qu'on n'a pas de texte, et de toute façon on est très loin d'un système développé et international, c'est un espèce de commencement de poste royal. Pour le système postal privé, pareil, en Angleterre ce sera le XVIIe. Donc si la chose elle a été copiée rapidement dans plusieurs pays, ça va quand même prendre du temps, et en plus de ça, ça n'a pas la même nature ni la même ampleur. Pour une raison simple, à nouveau, c'est que, encore une fois, ça coûte cher pour l'époque. Et donc si l'État veut garder la chose sous son contrôle, ça doit donc être un système limité. Et s'il le délègue, alors certes il ne paye plus, mais en fait il ne contrôle plus que partiellement tout ça. C'est le principe de la Kaiserliche Reichspost. Un maître de poste, pour le, comment dirais-je, pour l'anecdote, ça durera en France jusqu'en 1873, c'est la République qui y mettra fin. Ceci étant, le monopole de l'innovation va cesser aussi d'être germanique. On va avoir l'apparition du code postal qui est une invention française, du timbre-poste qui est une invention anglaise. Tout ça c'est à titre d'exemple, mais voilà, ça va en se répandant, ça va aussi se diffuser, se développer un petit peu partout. Alors bien entendu, on a abordé tout ça de façon superficielle, on a aborder l'aspect strictement commercial de la famille. On se doute bien qu'une famille noble de 1000 ans d'histoire a eu tout le temps de se ramifier et de produire des fruits plus ou moins pourris partout. On a vu en tout cas l'une des plus grandes entreprises familiales de l'histoire mondiale, je pense, et ça méritait un petit sujet. Mais alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Ça aussi, c'est une question importante. Que reste-t-il donc de tout ça si c'est une aventure postale et une branche familiale ? Alors pour l'anecdote, par un retour de l'histoire, on a une branche tchèque de la famille qui s'est réinstallée en Italie aujourd'hui, sur les terres ancestrales qui sont maintenant dans la province de Trieste. Voilà, pour l'anecdote, l'actuel duc est né en France et est marié à une Française, on s'en branle complètement, mais j'avais envie de le dire parce qu'il n'y a pas de raison que je me fasse chier à chercher des trucs pour que je ne vous force pas à les écouter.
Mais ça n'est pas du tout important, c'est vraiment une pure anecdote. Les Belges, que je salue, le savent sans aucun doute mieux que moi. Vous avez un site industriel Tour et Taxi le long du canal à Bruxelles, qui est en fait un ancien lieu de passage postal de la poste Tournon Taxis, tout simplement. Sinon, il existe aussi pour les amateurs une bière Tournon Taxis, même si la famille a vendu les droits de sa brasserie au milieu des années 90, crise financière oblige. Il reste, bien entendu, tous les châteaux de la famille et un super jeu de plateau du même nom que je vous ai mis là. J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Bref, on comprendra qu'il reste une famille, son histoire, son patrimoine, sa richesse aussi, un héritage parmi d'autres, hein, avec peut-être une richesse plus accentuée et une histoire un petit peu plus originale que d'autres grandes familles. Reste à parler du mot. Quid des taxis? J'ai été me renseigner pour une bonne raison que vous allez comprendre, puisque tout est lié dans le métaverse du Boulodrome. J'ai parlé de fil rouge, on est presque dans un univers entier. En fait, le mot taxi, pour tout le monde, c'est l'apocope de taximètre, hein, qui est l'appareil qui sert à établir le montant qu'on doit payer en tant que passager à partir du temps de trajet, de la distance parcourue, enfin voilà, peu importe. Pour tout ça, normalement, effectivement, c'est l'origine du mot taxi. Et si je précise ça, c'est que Michel Pastoureau soutient une autre explication que l'on verra dans 2 semaines. Il attribue l'origine du mot à la maison de Tournon Taxis. Et il attribue aussi à cette origine, au moins en partie, l'usage du jaune pour les véhicules postaux et les taxis de nombreux pays, le jaune étant la couleur héraldique de la famille et celle de la livrée de ses employés. Je vous rassure, il n'y a absolument aucune source qui le dit, mais on y reviendra, ça fait partie des quelques reproches, ça n'est pas le moment, mais j'avais envie de faire cet aparté. Voilà, tout simplement ce qu'il en reste. Et je crois que c'est déjà pas mal, c'est peut-être pas le plus connu finalement, puisque personne ne se pose la question, à part les gens qui dans leur adolescence avaient ce problème mental d'aller tout chercher sur Wikipédia comme moi, ou de faire des recherches au hasard. Mais voilà, ce que l'on connaît pas forcément, ce qui est peut-être le plus connu, bah, c'est tout simplement la Poste, son idée, son application, son évolution et tout ce qui en découle. Donc je crois que c'est un leg tout de même important. J'allais dire que c'est terminé, mais ça ne l'est pas tout à fait, puisqu'il y a une actualité récente pour la famille, que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, puisque dans la nuit du 5 au 6 octobre 2025, le pavillon de chasse de Tiergarten, qui appartient à la famille, a été incendié par un groupe d'extrême gauche. Je crois que la motivation était le refus d'y faire vivre des migrants, ou je sais quel avertissement au grand capital, enfin peu importe. Maintenant qu'il est détruit, il n'y aura pas grand monde pour loger dedans. Bon, faut pas chercher trop de logique à l'acte, mais c'est pas ici ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les accusations portées contre la famille, accusée d'être réactionnaire, d'extrême droite, soutenant l'AfD, enfin disons surtout dirigée contre comment dirais-je, la princesse en titre Gloria von Tournon-Taxis, donc qui cumulerait toutes ces tares selon nos antifascistes, en plus d'être contre l'avortement. Enfin bref, beaucoup de défauts. Et ce qui m'intéresse, et ce qui me fait sourire, est le fait de un petit peu relativiser le pouvoir de cette famille en l'espèce, qui est toujours effectivement une des plus grandes propriétaires foncières de l'Allemagne, puisque, enfin je dis pas que c'est faux, hein, cette accusation contre cette grande pieuvre capitaliste, mais vous comprenez l'idée, malgré la richesse et les grandes accusations, bah, la AfD, aux dernières nouvelles, ne gouverne pas, l'avortement est toujours là, donc voilà, je souris toujours à l'idée que ces plus riches, qui ont tant de pouvoir, ne parviennent pas à imposer leurs idées. C'est dommage, mais du coup c'est pas la meilleure publicité pour l'extrême gauche que de combattre des gens accusés de tout posséder et finalement incapables de mettre le pouvoir qu'ils soutiennent, enfin le parti qu'ils soutiennent, le pouvoir, mais peu importe. Et enfin, dernier mot, plus généralement, ce qui rejoint au-delà du déclin d'une famille, le déclin d'une idée, on a dit ce que l'idée postale et sa pratique leur doit, eh bien, il est probable que tout cela soit aussi en voie de disparition.
C'est à ce titre que j'ai parlé du Danemark, puisque j'ai vu l'information là aussi récemment, ça m'a fait sourire, puisque normalement PostNord va être le premier opérateur européen à cesser le service postal. Donc finito en 2026, plus de facteurs au Danemark. Le système, je le rappelle, avait été mis en place en 1624. On a appris ça il y a peu, je crois que ça fait 1 ou 2 semaines. Et je trouve, ayant vu passer l'information, que ça rendait le sujet d'autant plus actuel, cette fois-ci, de manière involontaire, mais peut-être que c'est la conclusion quelque part logique et bien la plus bien tombée dans mon travail que de dire qu'après quelque part ce déclin un petit peu familial, on va même avoir le déclin de ce legs qu'ils ont laissé, de cette postérité devant l'histoire, puisque il est possible que le mouvement soit suivi par d'autres pays et que à terme, eh bien, la Poste que nous connaissons, pas l'entreprise, le service, l'idée, eh bien, disparaissent elles aussi. Et je trouve que ça forme une très belle conclusion à toute cette histoire. Eh bien voilà pour ce soir. Nous en terminons donc avec cette vidéo. Alors comme d'habitude, c'est une habitude qui a été prise et qui risque d'être rompue en 2026. Mais on est sur ces onanismes et découvertes un petit peu plus courts que les vidéos historiques. On est sur des vidéos que j'essaye de faire mi-longues, même si elles seront sans doute beaucoup plus longues parce que j'ai développé un petit peu le format dans l'année suivante. Mais on a fait le tour de ce sujet, ma foi, anecdotique et intéressant, et puis j'espère que certains d'entre vous auront pu découvrir la chose. Est-ce que ça les intéressera d'aller plus loin ? Quel intérêt ? Forcément, c'est pas forcément très intéressant, mais au moins vous aurez appris cette petite anecdote, vous aurez fait un petit parcours historique, on se sera promené tous ensemble au travers de cette vidéo. Donc voilà pour ce soir. Quel programme nous attend ? Bonne question. Mercredi, nous faisons la deuxième partie. Alors, il y en aura d'autres là aussi, mais partons du principe que nous faisons la deuxième partie de notre réception sur Kaiser Reich, donc ce mode de jeu qui s'intéresse à ce qu'on appelle, j'allais dire encore une fois, l'histoire alternative et cet anglicisme impropre, l'Uchronie. Donc, mercredi, Uchronie. Vendredi, du coup, le let's play, plutôt la GPO sur Europa Universalis 4 étant terminé, je ne sais plus ce que j'ai programmé. Je vais regarder ça, de suite. Quel est le programme fin novembre ? J'ai rien noté, bravo l'artiste. C'est pas grave. Je pensais avoir modifié ça, donc je ne sais pas. Je vais regarder. Et dimanche 30, nous parlerons de Maurice Barrès et nous traiterons des Déracinés, qui sera normalement, si je ne dis pas de bêtises, l'antépénultième vidéo littéraire. Nous en avons fini sur l'année avec les vidéos historiques et les vidéos onanisme et découverte. Nous passerons, il nous restera de la littérature et des réceptions. Donc nous avons encore un programme chargé qui nous attend jusqu'à la fin de l'année, mais je vous tiendrai au courant un petit peu de ce qui nous attend. Voilà, donc d'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine. On se retrouve mercredi pour parler d'Uchronie, et d'ici là, écoutez, portez-vous bien, et je vous souhaite bonne soirée et bonne semaine à tous.